Et alors vous mettez en question aussi une autre idée facilement reçue, surtout depuis le moment où, avec passion, des historiens ont relu Tocqueville. C'est-à-dire que pour vous, là, il y a le processus de centralisation monarchique. On se souvient de la thèse de Tocqueville qui voit une grande continuité entre l'Ancien Régime et la Révolution parce que l'un et l'autre ont été dans le même sens de ce processus linéaire de centralisation monarchique. Pour vous, que ce processus de centralisation monarchique, il est beaucoup plus complexe qu'un déploiement linéaire. Il suppose des compromis, des négociations, des manques, des accros. C'est une vision infiniment plus diversifiée de ce qu'est la centralisation monarchique que vous proposez, Fanny Cossandet. Tout le problème du roi, c'est de maîtriser, en quelque sorte, maîtriser son territoire, maîtriser ses sujets aussi. Et donc, il faut pour cela qu'il développe un appareil d'État. Seulement, pour autant, il le contrôle finalement assez peu, et de fait, au niveau provincial, au niveau local, il y a une certaine indépendance vis-à-vis des décisions royales. C'est cette articulation entre les deux, en fait, entre d'une part développement d'un appareil d'État qui n'est pas si important qu'on le dit, et d'autre part, même si le nombre d'officiers augmente considérablement entre le début du XVIe siècle et la fin du XVIIIe, donc entre cette opposition entre d'une part l'appareil d'État et d'autre part, en fait, une certaine indépendance des provinces qui mettent, on pourrait dire, qui constitue une des limites de l'absolutisme monarchique. Surtout que vous montrez, en reprenant là aussi une idée de Denis Richet, que finalement l'opposition de manuel entre des officiers qui seraient propriétaires de leur charge, tous les cas pas du tout social, et qu'il y a comme une sorte d'unité du monde social dans lequel les uns et les autres sont produits, et que souvent les commissaires, le plus souvent, sont en même temps des officiers, et ils prennent appui pour l'exercice de leur commission sur les prérogatives en tant qu'officiers. Et je crois que vous citez aussi souvent un historien américain, un autre qui est Bake, et qui montre en étudiant le Languedoc qu'il y a effectivement cette distance qui là provient d'une sorte d'union des élites dans une situation géographique particulière et qui crée du coup un monde social en perpétuelle négociation, mais qui ne peut pas être considéré comme un pur instrument immédiat et automatique de la centralisation. William Beck a fait un article tout à fait intéressant, en particulier il a montré comment deux intendants envoyés en Languedoc pouvaient jouer le rôle, en quelque sorte, je dirais, du méchant et du gentil. C'est-à-dire le premier est bien implanté localement, finalement, et cherche à défendre les intérêts locaux, quand l'autre cherche à défendre essentiellement l'intérêt de la monarchie, qui consiste prioritairement à récupérer le plus d'argent possible localement. Et donc ce jeu entre les deux amène à des négociations permanentes, qui pour la monarchie, qui pour les défenses des libertés locales, et qui permet finalement de faire fonctionner localement l'autorité monarchique. Alors Robert Simon, pourquoi la dernière partie s'ouvre avec ce titre, l'absolutisme, un mythe, point d'interrogation? Est-ce que vous reprenez à votre compte l'idée que finalement on pourrait ignorer ou récuser cette notion et qu'elle est plus embarrassante qu'éclairante? Ou est-ce que c'est simplement parce que dans la bibliographie, dans l'historiographie la plus récente, il y a une tendance à s'éloigner de ce qui a été les définitions classiques de l'historiographie? En quoi est-il un mythe et est-ce qu'il faut croire qu'il est un mythe? Oui, voilà une bien grande question. Pour peu de temps qui nous reste. Alors, tout un courant historiographique anglo-saxon, plus précisément anglais d'ailleurs, qui est révisionniste au sens donné à ce terme en anglais, a mis en cause l'idée même d'un absolutisme, et en particulier sur le cœur, considéré traditionnellement comme la période phare de l'absolutisme, c'est-à-dire le règne de Louis XIV, montrant à quel point Louis XIV ne pouvait pas se passer pour gouverner des réseaux de clientèle nobiliaire, voire de l'action des officiers, et finalement également dans ces grands dessins économiques aussi de l'indépendance des marchands. Il y avait le vieux livre de Rotrog là-dessus qui reste un excellent livre qui est près de 40 ans. Alors évidemment, tout cela est tout à fait vrai. Mais à nos yeux, la notion d'absolutisme opère
à un niveau différent, qui est plus théorique, plus politique. Et sur ce plan politique, la notion d'absolutisme nous semble garder une pertinence certaine, dans la mesure où jamais Louis XIV n'a pensé être au-dessus de la loi de la pesanteur ou des règles qui régissaient l'ensemble de la société française de son époque. Au contraire, il en était le suprême garant. Alors un dernier mot, qui serait celui de mon commencement, c'est-à-dire vous reprenez cette idée de Denis Richet, plus l'absolutisme se renforce, plus il s'affaiblit. Pourquoi? Qu'est-ce qui est au cœur de cette dynamique, mais dynamique destructrice? Ce paradoxe exprime à la fois que, une fois que le roi a conquis un pouvoir, il lui est difficile juridiquement de le déléguer. Il y a donc cette sorte de concentration, et cette concentration affaiblit donc les pouvoirs intermédiaires, ça c'est le premier point, et puis deuxièmement, crée des problèmes. L'Ancien Régime français n'est pas une période particulièrement ordonnée. Les révoltes y sont nombreuses. Et cette concentration, donc, aboutit à miner l'adhésion de beaucoup de Français à ce régime, et en particulier de beaucoup de Français à l'intérieur des élites. Et là encore, c'est un des résultats du règne de Louis XIV, d'avoir probablement assez profondément éloigné sur le plan des justifications, mais aussi des mobiles les plus fondamentaux du vivre ensemble, finalement, les élites, et en particulier les élites cultivées, du mode de gouvernement qui est celui de la monarchie absolue. On peut d'ailleurs donc clore cette première séquence en vous citant dans une des phrases de votre livre, et qui définit assez bien cette tension inscrite au cœur même de la définition et de la pratique de l'absolutisme. Si l'absolutisme peut être défini comme un état de droit où la garantie des droits était arbitraire, c'est parce que ces droits étaient juridiquement fondés sur la grâce royale, toujours révocable. Un livre récemment paru d'un historien américain, Del Vanclay, permet d'approfondir, de prolonger la réflexion que nous avons ouverte à partir du travail de Fanny Cossandet et de Robert de Simon sur l'absolutisme. Ce livre a pour titre Les origines religieuses de la Révolution française, 1560-1791. Il est publié aux éditions du Seuil, et son auteur, je dois le rappeler, est un historien américain qui a publié déjà 2 importants livres, non traduits hélas en français, l'un sur les jansénistes et l'expulsion des jésuites, 1757-1765, et un second livre sur l'affaire d'Amiens, c'est-à-dire l'attentat contre le roi en 1757. Et Vanclay est un grand spécialiste, comme le montrent ces 2 livres, à la fois de l'histoire du jansénisme et des conflits entre jansénistes et jésuites. Et c'est à partir de cette compétence qu'il entre dans cette réflexion de beaucoup plus grande ampleur, avec ses vertus érudites et aussi peut-être parfois ses risques d'interprétation, qu'est ce livre sur les origines religieuses de la Révolution française. Alors Dominique Julliard, il y a presque un paradoxe à proposer un livre ainsi, puisqu'on sait que la Révolution française a introduit la division dans l'Église catholique et finalement a détruit ce qui pouvait être l'ancienne Église sans lui donner un relais bien fort avec la nouvelle Église constitutionnelle, et que d'autre part, une période centrale de la Révolution s'est marquée par une très grande fureur déchristianisatrice. Alors pourquoi chercher ou comment chercher des origines religieuses à un événement qui paraît si peu religieux ou si anti-religieux? C'est d'autant plus intéressant que pendant très longtemps, je dirais,
on a cherché des origines philosophiques à la Révolution française et on peut rappeler, je dirais, la théorie de l'abbé Baruel qui voyait un complot des philosophes dans les origines de la Révolution française. Alors, rechercher, je dirais, des origines religieuses à la Révolution française paraît d'autant plus intéressant que on a récemment travaillé sur l'abbé Grégoire, qui est une des figures emblématiques de l'Église gallicane, et que les liens entre Grégoire et le jansénisme ont été établis. Et je rappelle que l'abbé Grégoire a écrit un grand livre sur les ruines de Port-Royal. Donc, rechercher à l'intérieur de la Révolution française des origines religieuses me paraît, je dirais, une bonne question pour l'historien. Alors, cette question, Van Klee lui répond en donnant une centralité, et vous le rappeliez à l'instant avec cette évocation du panthéonisé Grégoire, qui est centralité au jansénisme. Alors pourquoi le jansénisme joue-t-il ce rôle central dans cette recherche des origines religieuses? Est-ce que c'est parce que dans le jansénisme, on pourrait trouver des formulations qui seraient assez proches d'une visée révolutionnaire, ou qui pourrait la nourrir, ou est-ce que c'est parce que le jansénisme ayant été persécuté, s'est ouvert un espace de conflit, de tension, de lutte qui vont finalement désagréger l'absolutisme et la société d'Ancien Régime? J'aurais tendance à faire une réponse de Normand, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une radicalité du jansénisme et d'autre part, il est clair que rien ne se serait passé s'il n'y avait eu à l'orée du XVIIIe siècle, la volonté de condamner un livre qui était celui de Pasquier-Quesnel, le Nouveau Testament, accompagné de réflexions morales, dont on avait extrait 101 propositions, condamné par la bulle Unigenitus, voulue à la fois par le pape et par Louis XIV, et je dirais en demandant la promulgation de la bulle Unigenitus, d'une certaine façon, Louis XIV a ouvert la boîte de Pandore, dans la mesure où cette bulle Unigenitus a déclenché immédiatement une vague de réactions et en particulier d'appel au concile, c'est-à-dire de défense d'une tradition conciliaire de l'Église contre la souveraineté du pape, c'est-à-dire un appel à une Église mieux informée par rapport à une décision arbitraire de la papauté. Alors Van Klee suit comment dans les années 1730 et plus encore dans les années 1750, cette tension, ce refus par une fraction du clergé et des fidèles catholiques français de la bulle Unigenitus va créer des situations d'extrême tension. Et la plus grande tension étant atteinte lorsque s'ouvre une controverse ou une polémique qui a désigné comme celle des refus de sacrement. Donc on touche à l'essentiel du christianisme, le sacrement ultime au moment de la mort.